Aujourd'hui, nous allons explorer deux sujets majeurs qui façonnent l'actualité politique et sécuritaire de la RDC, de la République démocratique du Congo, l'accord minier en négociation entre la RDC et les États-Unis et le ralliement d'un ancien candidat à la présidentielle à un mouvement rebelle. Mon invité est Rex Kazadi, ancien candidat aux élections présidentielles de 2023, désormais membre de la coalition rebelle Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Il s'est engagé depuis l'Europe dans ce qu'il décrit comme une révolution pour libérer le pays. Aujourd'hui, il nous explique ce choix et partage d'ailleurs aussi son point de vue sur l'avenir de la RDC. Rex Kazadi, merci pour le temps que vous nous accordez déjà ce soir. Merci de l'invitation. Vous étiez candidat à la présidentielle en 2023. Aujourd'hui, vous avez rejoint un mouvement rebelle. Qu'est-ce qui a motivé Rex Kazadi à ce changement radical, d'après beaucoup? Écoutez, lorsque vous êtes dans un pays où l'opposition n'a plus de possibilité de s'exprimer, les opposants sont enfermés et d'autres sont carrément traqués à l'intérieur du pays. Lorsque vous avez un chef d'État qui décide que du jour au lendemain, il va changer la Constitution, non, et qu'il menace toute personne qui s'oppose à ce choix, ou de prison ou de mort, vu que il y a un certain nombre de personnes ont, euh, ont été condamnées à la peine de mort. Donc, à un moment donné, l'article 75 de notre Constitution nous oblige à nous lever contre ce type de dictature et à combattre ce type de politique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement avec l'Alliance Fleuve Congo, M23, l'AFC. Et Rex, beaucoup diront, alors pourquoi avoir choisi de rejoindre l'AFC ou un M23 plutôt qu'un mouvement d'opposition politique à l'intérieur du système, comme il y en a beaucoup, on le sait. Pourquoi avoir choisi de l'autre côté? La grande différence, c'est que sans l'AFC, la Constitution aurait déjà été changée. Sans l'AFC, nous n'aurons pas eu, euh, comment dire, ce dialogue que nous allons avoir d'ici quelques semaines ou quelques mois. Sans l'AFC, nous n'aurons pas eu, comme vous êtes en train de parler, aujourd'hui, cet accord de paix entre ces deux pays, le Rwanda et et la RDC. Et donc, l'opposition dite entre parenthèses républicaine, c'est juste une opposition d'accompagnement. C'est une opposition de façade. Si on veut véritablement un changement radical dans le pays, il n'y avait pas mieux que le mouvement auquel j'appartiens, c'est-à-dire l'AFC. Mhm. Monsieur Rex Kazadi, vous aviez promis d'apporter la paix si vous étiez élu. Je me rappelle, je vous ai suivi tout au long de votre campagne. Comment alors justifiez-vous aujourd'hui votre engagement dans un mouvement en guerre? Bah, écoutez, lorsque vous avez à la tête du pays un chef d'État qui est prêt à partir en guerre avec les pays voisins, vous vous souvenez, à la moindre escarmouche, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a à peu près 120 groupes armés à l'intérieur du pays, plus de 1 million de Congolais qui sont déplacés. Donc, pour certains, le, le problème, c'est l'étranger. C'est parce que il y a le Rwanda, c'est parce que il y a l'Ouganda. Pour ma part, dans mon analyse, le problème, il se trouve au sommet de l'État. C'est l'incompétence notoire du chef de l'État actuel qui crée toute cette insécurité, qui crée toute cette misère. Et face à ça, il faut d'abord, en interne, stopper l'hémorragie avant de pouvoir dialoguer ou discuter de paix avec les autres pays. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, moi, à l'époque, je disais, la première chose que je ferais lorsque j'arriverai aux affaires, c'était d'auditer l'armée, de donner les moyens financiers et en termes d'équipement pour que notre armée puisse être une armée forte et être capable de se défendre contre n'importe quelle attaque extérieure. On s'est rendu compte que nous avons un chef de l'État qui préfère donner 10 000, vous imaginez, 10 000 $ à des étrangers alors que nos propres soldats, ils les payent 80 dollars. Ça veut dire que vous voulez motiver des gens à aller se battre pour la patrie et à mourir pour le Congo pour 80 dollars. Est-ce que c'est sérieux ça?
Rex Kazadi, nous allons y revenir d'ailleurs dans un instant aussi, mais parlons aussi, hein, je le disais en titre de ce deal entre les États-Unis et la RDC. Quel est, Monsieur Rex Kazadi, votre point de vue sur l'accord entre les États-Unis et la RDC qui échange de minerais contre une aide sécuritaire? Je trouve que c'est une démission. C'est-à-dire que la sécurité, c'est la souveraineté du pays. Et deuxièmement, euh, signer un accord où nous allons être les vassals des États-Unis pour les 30, 40, 50 prochaines années, c'est comme si on s'est mis dans une position de colonisé. Nous sommes revenus. Ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui sont tellement fiers d'être à la solde de l'Occident qu'ils sont prêts à être des chiens heureux, qu'on leur mette la laisse pour servir les intérêts étrangers juste parce qu'ils veulent rester aux affaires encore quelques mois ou quelques années. Ils sont prêts à vendre toutes les richesses du Congo, à vendre toutes les richesses des futures générations pour que eux, pendant les 3 prochaines années, qu'ils puissent être à la tête du pays. Et donc, si je comprends bien, Rex, vous ne pensez pas que cet accord peut stabiliser l'Est de la RDC, ou alors vous pensez que cela risque d'aggraver même les conflits existants en ce moment? Pour l'instant, je pense qu'un accord de paix avec le Rwanda, c'est une bonne chose, à condition qu'on ne s'arrête pas que à ça. Nous devons signer un accord de paix avec le Rwanda. Nous devons signer un accord avec le gouvernement, c'est-à-dire notre mouvement, et déposer les armes et que nos militaires retournent dans leurs casernes. Nous devons, en plus de ça, nous asseoir entre Congolais et parler des véritables problèmes qui ont amené toutes les rébellions, toutes les violences que nous avons connues dans notre pays pour permettre en 2028 ou avant une réelle alternative qui sera acceptée par tous les Congolais et qui nous amènera vers une paix durable. Pour l'instant, les conditions d'une paix durable ne sont pas réunies. Mais pour signer un accord de paix avec le Rwanda, nous n'avions pas besoin des États-Unis d'Amérique. Si le chef de l'État voulait réellement faire la paix avec le Rwanda, il en avait eu l'occasion plusieurs fois en Angola. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais comme d'habitude, il refusait de dialoguer avec nous autres et un certain nombre de nos dirigeants sous prétexte que euh, on n'était pas suffisamment apte à être assis sur la même table que lui. Mais bon, il s'est ravisé depuis quelque temps et nous avons commencé à discuter avec eux à Doha parce que leur chef leur a dit vous ne gagnerez pas la guerre avec les armes, il faut dialoguer. Et donc, ils sont aujourd'hui obligés de dialoguer avec nous, obligés de s'asseoir autour de la table avec nous. Et nous pensons sincèrement que si leur volonté est d'avoir la paix, nous aurons la paix. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, et surtout pour la population congolaise, les armes vont continuer. Rex Kazadi, j'ai eu moi l'occasion de rencontrer plusieurs Congolais qui sont en faveur de ce deal, hein, soit aux États-Unis ou même à Paris où j'étais récemment. Mais certains aussi critiquent et estiment que cet accord privilégie l'accès comment étranger au détriment de la souveraineté congolaise. Êtes-vous d'accord? Bah, écoutez, vous avez un arbre dans votre jardin et vous produisez des mangues. Aujourd'hui, ce deal nous dit quoi? Le Congo produit des mangues. Quand les mangues tombent, le Rwanda les prend, les lave, les envoie aux États-Unis. Les Américains vendent les mangues à 10 dollars. Ils donnent 2 dollars au Rwanda, 1 dollar à la RDC. Eux, ils gardent 70 dollars. Est-ce que ça, c'est équitable? Est-ce que ça, c'est normal? Nous ne sommes pas capables nous-mêmes de laver nos propres mangues et de vendre nous-mêmes nos propres mangues, comme le fait tous les pays du monde. Aujourd'hui, le Qatar vit de son pétrole. L'Arabie saoudite vit de son pétrole. Un certain nombre de pays, en Bolivie, autres, vit
de leurs propres minerais. Mais Ils sont devenus aujourd'hui des apparemment, ça c'est un plateformes problème. conteneurs de Apparemment, minerais. Rex, ça c'est un problème dans plusieurs pays africains. On est d'accord. Écoutez, le Nigeria n'a pas ce problème-là. Ils s'en sortent plutôt bien. L'Algérie n'a pas ce problème-là. C'est aussi un pays africain. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne va pas prendre que des modèles de pays africains qui échouent. Vous comprenez? Il y a un certain nombre de pays africains qui vivent de leurs minerais. Il y a même des pays africains aujourd'hui qui sont des producteurs d'armes, des producteurs de pétrole et de producteurs d'un certain nombre de choses à partir de chez eux. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'étranger ou de faire venir des étrangers pour pouvoir enrichir leur nation. Question de politique, c'est une question de mentalité. Lorsque vous pensez que les autres feront mieux que vous, c'est là où vous allez chercher les autres pour les ramener chez vous et leur donner tout ce qui vous appartient. D'ailleurs, qui ne vous appartient pas, qui appartient à la population. Et je prendrai pour exemple, parce que nous sommes en train de nous battre actuellement pour montrer une pétition contre cette dilapidation de l'argent de l'État. Vous voyez, 44 millions de dollars qui est donné au FC Barcelone. Vous comprenez? Soi-disant pour l'image du pays. Voilà. Et nous sommes en train de nous attaquer au FC Barcelone parce qu'un pays démocratique avec un club milliardaire comme le FC Barcelone ne peut pas accepter de prendre l'argent d'un pays où les gens vivent avec moins de 1 dollar par jour, où la corruption est endémique. La corruption des élites est endémique. Et ils acceptent ce genre de deal pour leurs intérêts. Donc, ça veut dire que tous les étrangers viendront au Congo que pour servir leurs intérêts. Et à quel moment le chef de l'État, à quel moment les dirigeants congolais vont penser à la population Et congolaise? donc vous ne pensez pas, Est-ce qu'il et n'y a donc vous pas ne pensez pas, Rex, que ce genre de deal avec cette équipe peut amener, peut rendre visible le tourisme congolais, qui peut aussi amener de fonds au pays, qui pourra effectivement à la fin bénéficier à ce peuple congolais? ça n'apportera absolument rien parce qu'il y a des urgences. Nous avons des urgences sanitaires. Nous avons 7 millions de Congolais qui vivent comme des animaux, qui sont des déplacés de guerre. Ils vivent dans des tentes à l'intérieur de leur propre pays. Il n'y a pas un seul pays au monde où on a autant de personnes qui vivent comme des animaux dans leur propre pays. C'est pas à l'étranger. Ils sont pas réfugiés à l'étranger. Ils sont réfugiés au Congo. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'ambition d'un chef de l'État de les ramener chez eux dans leur maison. Il n'y en a pas. Donc, si on a de l'argent, il faut poser ça sur des priorités. Et on a un gouvernement, on a un chef de l'État qui ne connaît pas les priorités du Congo, qui vit comme s'il était le maire de Paris. Il dépense l'argent des Congolais comme si on était un pays qui en avait les moyens. On n'a pas les moyens. Le Congo n'a pas le moyen de dépenser de l'argent dans des publicités. Sachant plus de ça que nos propres équipes de foot n'ont pas les moyens de jouer. Certains d'entre nous n'ont même pas de stade. Le stade des Martyrs est fermé parce qu'il n'est pas homologué aux normes de la FIFA. Vous dépensez 43 millions, soi-disant, pour le tourisme. Quel tourisme? Les Congolais, d'abord, doivent être les premiers touristes. Il y a des gens qui naissent et qui meurent à Kinshasa sans avoir jamais visité une partie de leur propre pays. Ils ne connaissent pas Lubumbashi, ils ne connaissent pas Goma, ils ne connaissent pas Mbujumaï, comme si c'était un autre pays, alors qu'ils sont natifs de ce propre pays. Si on doit favoriser le tourisme, elle doit d'abord être congolo-congolais. Mais pour ça, il faut une vision, il faut une ambition réelle, une personne qui a vraiment l'amour de ce pays, l'amour de ce peuple pour l'amener de l'avant. Ceux qu'on a aujourd'hui à la tête de ce pays, non, ils ne feront absolument et strictement rien. Voilà pourquoi la seule réponse que nous avions, c'était de prendre les armes et de les combattre militairement, parce que les manifestations étaient réprimées, les pétitions n'étaient pas attendues, les appels politiques et autres, on ne pouvait plus exercer euh, pacifiquement nos droits de citoyens à l'intérieur de notre propre pays. Voilà pourquoi l'AFC
aujourd'hui est une réponse si on veut le changement. Alors, vous avez parlé, hein, Rex Kazadi, d'une vision. Je vous ai entendu parler de cette vision-là. Et ma question, c'est de savoir si Rex Kazadi était au pouvoir ou à la tête même aussi de cette révolution, comment négocierait-il un tel accord? D'abord, je ne négocierai avec aucun pays nos richesses, aucun. Et si je négocie parce que j'ai besoin de matériel ou d'investisseurs étrangers pour développer un business dans mon pays, ça sera toujours en faveur de la RDC. C'est-à-dire minimum, c'est du 70-30 en faveur de la RDC. En faveur de la RDC. Minimum. C'est vraiment le minimum que, ça veut dire qu'au-delà, ça veut dire que pour moi, si on peut faire 90, on fera 90. Si on peut faire 98, on fera 98. Si on n'a pas le choix, on descendra jamais en dessous de 70. Et vous pensez sans infrastructure, sans industrie de transformation, que ce deal à ce pourcentage-là marcherait? Mais chers amis, moi je ne comprends pas. Nous ne sommes pas des êtres humains comme les autres. L'industrie, on peut le faire. Les infrastructures, on peut le faire. D'ailleurs, la première des choses que je dis, qui est mon projet économique phare, il faut désenclaver la RDC. Le développement économique se fera quand celui qui est à Matadi, qui vend du poisson, va aller à Goma acheter de la viande. Et celui qui a de la viande à Goma va aller à Matadi prendre du poisson. Celui qui fait du ciment à Kinshasa va aller vendre son ciment en Mbuji-Mayi. Et pour que ça puisse se faire, il faut des routes, des autoroutes. Nous avions chiffré de manière tout à fait technique avec des experts que une autoroute de 8 bandes au Congo, pour 1 kilomètre, c'était 1 million. Pour la simple et unique raison, nous avons la main-d'œuvre la moins chère, nous avons le sable, nous avons le ciment, donc nous pouvons fabriquer, nous avons aussi des usines de fabrication de ciment et de béton. Donc nous pouvons faire des autoroutes comme ce qu'on trouve aux États-Unis, à Washington ou pas à Washington, à Los Angeles ou à Miami. Ce sont des autoroutes en béton. Vous comprenez? Ce sont des autoroutes en béton. On n'a même pas besoin, pour certaines autoroutes, d'avoir le fer. Le béton, un béton spécial, avec une matière spéciale, nous permet de mettre ça sur les routes et au bout de 3 à 4 jours, le béton est suffisamment solide pour que, en moins d'une semaine, les véhicules puissent rouler. Donc, il y a mille manières de technologies qui ont énormément avancé aujourd'hui, qui coûtent pas cher, qui peuvent nous permettre aujourd'hui de créer des autoroutes qui nous permettent de circuler dans ce pays. Mais sans ambition politique, sans volonté politique, ça ne se fera pas. Si on veut d'abord que le Congo se relève économiquement, on doit le désenclaver. Désenclaver le Congo. Deuxièmement, permettre aux Congolais de faire du business entre eux. Les autoroutes vont rapporter des emplois, vont permettre aussi, grâce à ces autoroutes, d'avoir des restaurants, d'avoir un certain nombre de choses fonctionnelles qui nous permettra aux Congolais non seulement de s'en sortir financièrement, mais ce flux-là, par exemple, toutes ces personnes que vous voyez qui sont des déplacés de guerre, mais ils sont des déplacés de guerre parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Le jour où il y a des autoroutes, il y aura des bus, il y aura des camions qui peuvent les déplacer, les mettre dans des endroits où ils peuvent être en sécurité. Vous comprenez? Et en plus, c'est que nous avons compté 2480 000 kilomètres, c'est quasiment 2 milliards par an. En 4 ans, nous pouvons mettre des autoroutes sur l'ensemble de la République pour une valeur à peu près de 6 à 9 milliards. Et 6 à 9 milliards, avec un budget de 16 milliards, en mettant 1 milliard ou 2 milliards par an, nous allons le faire. Si en 6-7 ans,
nous avons des autoroutes viables. Hein. On pourra même avoir des étrangers qui vont venir, ceux qui veulent, mais qui vont voir que nous avons déjà le truc, qui vont investir un peu pour que le truc soit fonctionnel. Ils gagneront leur argent. Parce que lorsqu'on aura des autoroutes, on aura des péages. Les gens vont payer pour que ces autoroutes soient entretenues, etc., etc. Mais pourquoi nous sommes toujours là à attendre des étrangers pour faire des choses qui sont faisables dans le monde entier, Que le Congolais peut faire dans eux-mêmes. lequel les Congolais, Ouais. mais dans lesquels les Congolais ont des expertises. Nous avons des experts congolais qui peuvent le faire. Euh, 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 Pourquoi on ne leur donne pas leur chance? leur chance ou l'opportunité de faire cela. Nous allons revenir Rex Kazadi. Comment alors garantir la transparence et éviter la corruption dans les investissements miniers étrangers avec tout ce qui va se passer en ce moment à RDC d'après vous? Ça, la seule manière de garantir une transparence, c'est la justice congolaise. Dans l'état actuel, la justice congolaise, elle est malade. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État. Et dans l'état actuel, il n'y aura pas de transparence. Dans l'état actuel, c'est Voilà. Il n'y a complètement... déjà pas de transparence. Il n'y a déjà pas de transparence sur la gestion des deniers publics. Comment voulez-vous qu'il y ait des transparences sur le domaine des miniers, Alors, qui est un domaine qui est très opaque. hmm. Quelle serait la position de l'AFC ou M23 sur la gestion des ressources si elle contrôlait des zones minières? Écoutez, l'AFC a qu'une seule ambition. Vous comprenez? Et c'est quoi l'ambition? Ce qui est aux Congolais appartiennent aux Congolais dans l'intérêt des Congolais. Chaque membre de l'AFC a comme slogan servir la nation. Vous comprenez? Donc, si l'AFC, demain, arrivé aux affaires, j'ai bien dit demain, c'est-à-dire après des élections libres, claires et démocratiques, elle appliquerait un programme. Et dans ce programme-là, ça sera peut-être comme ce que je vous ai dit, ça sera d'abord privilégier l'intérêt du Congo et des Congolais. Rex Kazadi fait partie aussi de la diaspora congolaise, en tout cas, je dois le dire. Dans tout ce qui se passe aujourd'hui, les ressources minières, tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que la diaspora congolaise peut s'impliquer davantage, avoir un mot à dire là-dessus? La diaspora congolaise aimerait s'impliquer. Chaque Congolais aimerait savoir exactement, nous avons combien de mines, elles valent tel prix. Mais c'est opaque. C'est opaque volontairement, c'est caché aux Congolais. Pourquoi c'est caché aux Congolais? C'est les dirigeants qui les cachent. Parce que ça leur permet d'exploiter ces mines et de se faire des milliards. Regardez la famille Tshisekedi est accusée par plusieurs miniers au Katanga d'avoir détourné pratiquement 6 milliards de dollars. La plainte a été déposée en Belgique. S'il n'y avait pas cette plainte, nous, Congolais, on n'allait pas le savoir. La seule manière de le savoir, c'est d'avoir des dirigeants responsables qui vont mettre une transparence dans la gestion des mines, dans lequel chaque Congolais saura qu'à tel endroit, nous avons tel temps de mines qui rapporte tant. Ça nous permettrait aussi de savoir la réelle valeur, hein, du budget congolais. Vous comprenez? Aujourd'hui, on nous dit un budget, c'est tant, mais cet argent vient d'où, a été pris comment et à quel endroit? Lorsque vous avez l'ancien ministre de l'économie qui dit plutôt, qui disait à l'époque qu'il y a 15 milliards chaque année qui passent dans la corruption. C'est une estimation, peut-être qu'il y en a 20 000 ou 30 milliards. Vous imaginez, nous avons un budget de 16 milliards. Si vous rajoutez 15 milliards, ça nous fait 30 milliards. Avec 30 milliards, on peut déjà avoir des projets viables. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai vu il y a quelques jours un pont de plusieurs milliers de kilomètres en Chine qui a été construit
à travers une montagne. Ils ont découpé la montagne, ils ont fait un pont le plus grand, le plus haut pont du monde. Quelle valeur? 238 millions. Moi, je dirais 238 millions de dollars seulement. Parce que chez nous, lorsqu'on regarde les affaires de détournement, Kilingelou, 100 millions, les 100 jours, 300 millions, etc. Ce n'est pas les moyens qui nous manquent, mon cher frère. Nous avons les moyens pour montrer des projets grandioses. Sauf que les choses ne se font pas. Prenons l'exemple de Inga. Le Inga, pour que Inga puisse réellement fonctionner, qu'il puisse produire de l'électricité pour l'ensemble du Congo et pour l'ensemble de l'Afrique, Inga, c'est 100 milliards. Tous les leaders africains se sont rendus à Paris et ont demandé à la France et aux Européens de leur prêter les 100 milliards pour faire Inga. Mais mon cher ami, moi je me pose la question. Vous êtes 30, vous êtes 15 pays. OK? Vous avez besoin de 100 milliards. Si chaque pays donne 2 milliards par an, ça nous fait 30 milliards par an. Au bout de 3 ans, vous avez levé les fonds pour mettre votre projet en place. Pourquoi aller demander l'argent aux Européens alors que il suffisait d'un minimum d'intelligence et de sérieux pour pouvoir mettre ce projet en place avec nos propres argent, nos propres fonds. Et ça, c'est la question posée. Mais Rex Kazadi, revenons un peu à ce dialogue dont vous avez parlé, un prochain probable dialogue entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Qu'attendez-vous de ce dialogue, Rex Kazadi? Nous avons le premier dialogue. Ensuite, il y aura une autre rencontre le 18 août. L'objectif de ces deux rencontres, c'est la décrispation politique. Nous avons des hommes et des femmes simplement pour avoir soutenu notre mouvement qui sont en prison. Nous avons des hommes et des femmes de notre mouvement qui ont sur eux des mesures de peine de mort. Vous comprenez? Nous avons des gens comme moi qui sont menacés d'arrestation et d'être traduits en justice pour croupir le restant de leur vie dans les geôles congolaises. Vous comprenez? Donc, s'ils veulent la paix, il faut d'abord qu'il y ait un certain nombre des préalables qui soient respectés. On ne peut pas vouloir la paix avec l'AFC M23 et derrière commencer le procès de Joseph Kabila. Kabila est l'ancien chef de l'État et Kabila a son parti, des partisans de son mouvement, et puis il est jugé à son absence sans la possibilité qu'il puisse se défendre. Est-ce que ils veulent réellement la paix dans ce pays ou ils veulent disloquer la RDC? Nous leur avons tendu la main depuis des années pour un dialogue franc et sincère avec eux qu'ils ont toujours refusé. Aujourd'hui, ils sont autour de la table. Nous voulons qu'ils aillent plus loin, qu'ils fassent le nécessaire parce que ce dialogue-là avec l'AFC ramènera la paix à l'intérieur du Congo. Mais ça, ce n'est qu'un pré-dialogue. Parce que l'objectif final après ce dialogue, c'est un dialogue encore plus grand, plus inclusif, dans lequel il y aura l'ensemble de la classe politique et l'ensemble de la société civile. J'espère que vous autres, les journalistes, pourrez y participer. Des sportifs, des artistes, il faut que tous les Congolais, un petit peu comme pendant le Conseil national souverain, les Congolais se parlent. Et à partir de là, des décisions fortes soient prises. Par exemple, il faudrait que le chef de l'État s'engage à ne pas se représenter pour un troisième mandat. Il faudrait qu'il s'engage, par exemple, étant donné qu'il avait triché dans ces élections, à ne pas occuper la totalité de l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'il s'engage, étant donné qu'ils n'ont pas été élus,
à ne pas gérer ce pays et parce qu'il n'en a même pas la capacité seul. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en place qui permettra une décrispation politique qui va nous amener tranquillement vers la paix. Et cette paix, nous voulons la consolider en 2028 avec des élections libres et transparentes. Et nous espérons que les Congolais feront suffisamment confiance à l'AFC pour choisir un d'entre nous. Et si c'est le cas, on pourra mettre en place euh, les types de politique. Comme je vous ai dit, ce que nous voulons, c'est une véritable révolution parce que il n'y a que avec une mentalité de révolutionnaire qu'on peut transformer le Congo. Hier, vous avez marché contre Kabila. Hier, vous avez voulu le départ de Kabila. Vous avez travaillé avec Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, vous êtes dans le même camp que Joseph Kabila et vous êtes contre Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Rex Kazadi? D'abord, nous ne sommes pas dans le même camp que Joseph Kabila. Joseph Kabila n'est pas membre de l'AFC. Il ne l'a jamais déclaré. Il a été accueilli comme vous pouvez être accueilli, comme n'importe quel autre Congolais peut être accueilli à l'est de la RDC, comme un citoyen congolais qui rentre dans son. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai donné les raisons qui m'ont motivé à rejoindre l'AFC par rapport à leur travail et à leur détermination à faire échec au projet de Chilombo de diriger ce pays pour les 13 prochaines années, parce qu'un changement de constitution lui permettait de faire un troisième mandat et pourquoi pas un quatrième, et peut-être même un cinquième. Donc il fallait faire impérativement échec à ce projet. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, ce qui concerne Kabila, lorsque je parle de lui, je parle de lui en tant que membre de l'opposition. Aujourd'hui, il est opposant. Comme je peux vous parler de Moïse Katumbi, qui est en exil, comme je vous parlerai aussi de Martin Fayoulou et plein d'autres opposants. Et mon grand frère, comment il s'appelle, Franck Diongo, qui est aussi en, en exil, menacé d'arrestation, menacé de mort. Donc, vous ne pouvez pas reconstruire le Congo sans les Congolais. Merci, Rex Kazadi.